Bienvenue! Aujourd'hui, on vous emmène explorer un coin un peu secret de Tokyo. On part à Toneri, tout au nord, dans l'arrondissement d'Adachi. Si vous connaissez le nom, c'est sûrement juste comme ça, le terminus du Nippori Toneri Liner. C'est ça. Souvent, on s'arrête là. Exactement. Mais en fait, derrière cette image de bout de ligne moderne, Toneri cache des couches et des couches d'histoire. C'est assez fou. On va toucher à des légendes anciennes, sentir un peu les échos de l'époque des samouraïs, et puis voir comment tout ça s'est transformé. Pour préparer ça, on a fouillé un peu partout. Chroniques locales, archives de temples, infos sur les parcs, des articles sur l'histoire du coin. Une vraie mine d'informations, parfois contradictoires d'ailleurs, ce qui rend la chose encore plus intéressante. Tout à fait. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de partir à la chasse au trésor, trouver les histoires cachées de Toneri, celles qu'on ne voit pas dans les guides. Alors on y va? Allons-y. Commençons par le début. Ce nom, Toneri. Rien que ça, c'est déjà une petite énigme. Oui, parce qu'il n'y a pas une seule réponse claire en fait, c'est ça qui est intriguant. Il y a plusieurs pistes qui se chevauchent. Mhm. La plus ancienne, et franchement la plus poétique peut-être, c'est une légende liée au fameux prince Shotoku Taishi. Il y a très longtemps, il voyageait dans le coin, incognito. D'accord. Et là, un habitant l'aurait reconnu. Cet homme, il s'appelait Toneri. Et le prince, pour le remercier, il aurait appelé l'endroit Toneri. Ah, c'est une belle histoire pour commencer. Une origine noble en quelque sorte. C'est ça, mais il y a une autre version qui nous plonge en pleine époque Sengoku, cette période de guerre civile. Là, le nom viendrait du clan Toneri, des guerriers qui vivaient là et qui auraient même eu un château sur place. D'accord, une origine plus martiale donc. Voilà. Et puis il y a des explications plus terre-à-terre, on va dire, liées au paysage. Ton pour une terre un peu rocailleuse, Iri pour une vallée. Et il y a même cette hypothèse Aïnou, c'est ça? Avec Ton pour lac et Ri pour hauteur. Oui, mais celle-là, les historiens sont assez prudents. C'est moins certain. Ce qui est passionnant en fait, c'est que ces différentes théories, elles ne s'excluent pas forcément. Au contraire, ça montre bien comment l'histoire d'un lieu, ça s'empile, comme des couches. Hmm. Puis on y plaque une légende, un fait historique marquant, et tout ça coexiste. Ça donne de la profondeur, quoi. C'est comme une fouille archéologique, mais juste avec le nom. Et d'ailleurs, cette légende du prince Shotoku, elle nous amène à notre première pépite, le temple Gunjoji. Ah oui, Alors attention, il n'est pas pile à Toneri, mais juste à côté, à Iria. Mais l'histoire est complètement liée. C'est là qu'il garde le Taishido Enji. c'est ça, le document qui raconte l'histoire du prince et de l'habitant de Toneri. Exactement. Et la tradition locale va plus loin. Apparemment, le fondateur du temple serait un descendant d'un envoyé du prince Shotoku lui-même. Ah ouais, carrément. Oui. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste une vieille histoire oubliée. 3 fois par an, janvier, mai, septembre, ils font encore les cérémonies Taishigenko. C'est une histoire vivante, quoi. Une connexion directe avec une légende super ancienne. C'est assez incroyable de voir ça perdurer. Bon, changeons complètement d'ambiance. On va vers le grand parc Toneri. Aujourd'hui, c'est immense, c'est vert, c'est un lieu de détente, de sport. Pour les familles, oui, très populaire. Voilà. Mais cette tranquillité, elle cache un passé, disons, beaucoup plus agité. Et là, le contraste est saisissant. Figurez-vous qu'à l'époque Sengoku, là où on fait des pique-niques aujourd'hui, il y avait le château de Toneri, le Toneri Jokayu. Pas une petite bicoque, hein. Ah non, pas du tout. C'était un des 3 grands forts qui protégeaient Edo, l'ancien Tokyo, avec celui de Chiyoda et de Nishikasai. C'était un point stratégique hyper important aux portes de la future capitale. Donc un site militaire majeur. Tout à fait. Le chef, c'était Toneri Genta Saemon Tsunetada, un vassal du clan Hojo, un clan puissant. Ok. Malheureusement pour lui, ça s'est mal terminé. Il est mort avec son supérieur pendant la seconde bataille de Konodai. Il défendait Edo contre le clan Uesugi. C'est fou d'imaginer des combats là où les enfants jouent maintenant. Absolument. Ce passage d'un site militaire vraiment clé à un parc public paisible, c'est une transformation radicale. Ça raconte tellement sur l'évolution de la ville. Et même l'histoire du terrain au XXe siècle, c'est une sacrée saga. Ça reflète tous les grands changements du Japon moderne. Ah oui? Racontez-nous ça un peu. Eh bien, en 1940, on prévoit d'en faire une zone verte anti-catastrophe. Une idée assez visionnaire pour l'époque. Contre les séismes, les incendies. D'accord. Mais, Seconde Guerre mondiale. Tout change. On transforme ça en terres agricoles.
pour nourrir la population. Logique, vu le contexte. Après la guerre, réforme agraire. Les terres sont redistribuées aux paysans et ensuite, ça a pris des décennies à l'État pour racheter petit à petit toutes ces parcelles. C'était compliqué. J'imagine. Le parc n'a ouvert, et encore juste une partie, qu'en 1981. C'est un condensé des défis de l'urbanisme. Prévoir, puis la guerre, les réformes sociales et la longue bataille pour créer des espaces verts en ville. Incroyable. Histoire pour un parc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un poumon vert pour le quartier, avec ses étangs, ses terrains de sport. Il y a même cet événement au printemps en fleurs et luyères. Ah oui, avec les némophiles, ces petites fleurs bleues partout. C'est ça. Et des illuminations le soir, c'est assez nouveau depuis 2023, mais ça a l'air de bien marcher. Ils font même des produits dérivés genre soda, glace. Ah bon? Oui. Et détail amusant, le point le plus haut de tout Adachi est dans ce parc. Une petite colline, Asai no Hiroba, elle culmine à, attention, 13 mètres. 13 mètres, le sommet d'Adachi, c'est noté. Et juste à côté de ce grand parc, il en a un autre, plus petit. Mais alors lui, il a un truc vraiment unique, surtout pour les familles. C'est le parc Toneri Iki-Iki. Mhm. Les gens du coin l'appellent le parc Oni, le parc du démon. Ah oui, je vois pourquoi. C'est à cause du toboggan. Exactement. Un toboggan géant, mais genre vraiment géant, en forme de démon rouge. C'est assez spectaculaire. Tout le parc est sur le thème des contes japonais, comme Momotaro. C'est original. Ça contraste bien avec l'histoire plus sérieuse du grand parc juste à côté. Carrément. C'est une petite curiosité locale qui vole des tours. On voit bien comment un quartier mélange la grande histoire et des clins d'œil plus populaires, plus légers. Exactement. Allez, on quitte les parcs pour une ambiance un peu plus mélancolique. On va près de l'eau. Il y a une rivière, la Kanagawa-gawa. Elle serpente et elle fait la frontière entre Adanshi et la préfecture de Saitama. D'accord. Et cette rivière, elle porte une légende, une histoire d'amour tragique. Ah, C'est l'histoire de Kanagaime, la princesse aux longs cheveux, une très belle femme d'Adachi mariée à un homme de Toneri. Mais ça se passait mal avec sa belle-mère. et les classiques, malheureusement. Oui. Et de chagrin, elle a fini par se jeter dans la rivière. Son mari, en découvrant ça, fou de douleur, l'a suivie dans la mort. Oh là là. La légende dit que ses longs cheveux, kenaga en japonais, flottaient sur l'eau. Et c'est ça qui a donné son nom à la rivière. Quelle histoire! C'est poignant, mais ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est comment cette légende s'est comme gravée dans le paysage. Comment ça? Eh bien, on a construit 2 sanctuaires en sa mémoire, un de chaque côté de la rivière. À Adachi, il y a le sanctuaire Toneri-Suwa, D'accord. et juste en face, à Saitama, il y a le sanctuaire Kenaga qui regarde vers l'ouest. Ils se font face, comme si les deux amants continuaient de se regarder, pour toujours, par-delà leur rivière. C'est magnifique et triste à la fois. Tout à fait. Ça pose une question assez fascinante. Comment le paysage physique devient le support de la mémoire collective, des émotions? Ici, la rivière, les sanctuaires, ils incarnent l'histoire. Hmm. D'ailleurs, ce sanctuaire Toneri-Suwa, le bâtiment principal date de 1836. Il a des sculptures superbes, classées biens culturels de l'arrondissement. C'est aussi un petit trésor architectural. Et la légende montre aussi qu'à une époque, la rivière reliait peut-être plus qu'elle ne séparait, avant les frontières administratives modernes. Exactement. Il y avait sans doute une culture commune, des liens forts le long de cette rivière. Et comme si cette histoire de séparation n'était pas suffisante, il y a une autre anecdote touchante liée à ce sanctuaire Toneri-Suwa. Ah oui? L'histoire des cèdres mariés. C'était 2 grands arbres très proches l'un de l'autre. Mais quand on a creusé un grand canal d'irrigation, le Minuma Daiosui, on les a séparés physiquement. Oh non! Et peu de temps après, les 2 arbres ont dépéri. Encore une histoire de séparation liée à cet endroit. Décidément. Un lieu chargé d'émotions et de symboles. Pour continuer notre voyage dans le temps, il y a un autre site absolument incontournable, le sanctuaire Toneri Ikawa. Alors là, on remonte vraiment loin. Oui, la fondation daterait de 1200, en pleine époque Kamakura. C'est l'un des plus anciens de la zone. 1200? C'est impressionnant. Et son importance historique est énorme. À l'époque Edo, ce n'était pas juste le sanctuaire d'un seul village. Il était Sochinju, C'était rire. sanctuaire gardien général, pour 3 communautés, Toneri, Iriya et même Yuma, un village qui est aujourd'hui de l'autre côté de la frontière, à Soka, dans la préfecture de Saitama. Ah, d'accord. Ça montre vraiment son rôle central à l'époque. Exactement. Dans la vie spirituelle, mais aussi sociale de toute la région. Mais alors,
comment il a perdu ce rôle élargi? C'est souvent lié aux réformes administratives. Quand le Japon s'est modernisé à l'ère Meiji, on a redéfini les limites des villages, des communes. Je vois. Et en 1887, le statut du sanctuaire Ikawa a été officiellement réduit. Il est devenu le gardien du seul village de Toneri. C'est un exemple très concret de l'impact des grands changements politiques sur les institutions locales, sur les traditions. C'est fascinant de voir ça à travers un sanctuaire. Mais ce qui marque le visiteur aujourd'hui, et c'est une autre merveille cachée, ce sont les sculptures du sanctuaire Ikawa. Le bâtiment principal est en bois de Zelkova, un bois très beau, très résistant. Le kiyaki, oui. C'est ça, avec une technique masame qui fait ressortir le grain droit du bois. Et ce bâtiment est couvert de sculptures, mais absolument magnifiques. Classée bien culturelle elle aussi. Qu'est-ce qu'on y voit sur ces sculptures? Oh, il y a des classiques, des dragons super puissants, des lions gardiens avec leurs petits, les Komainu para-enfants, des pivoines. Mhm. Mais surtout, il y a des scènes mythologiques entières. On peut voir Susanoo, le dieu un peu turbulent, en train de terrasser le serpent géant Yamatano Orochi. Le grand classique. Oui, ou alors Amaterasu, la déesse des soleils, qui sort de sa grotte et ramène la lumière sur le monde. C'est comme un livre de mythologie sculpté dans le bois, quoi. C'est exactement ça. Ces sculptures, c'est bien plus que de la déco. Ce sont des récits visuels. Elles transmettent des savoirs, des croyances sans texte. Ça donne un aperçu direct de la vision du monde à l'époque Edo, des mythes importants. Et du talent des artisans, j'imagine. Ah oui, c'est une démonstration incroyable du savoir-faire des sculpteurs de cette période. Regardez ces détails, c'est presque comme dialoguer avec le passé. Après toutes ces découvertes, on se demande peut-être mais comment on y va à Toneri facilement aujourd'hui? Et c'est là qu'intervient le fameux Nippori Toneri Liner. Ah, le voilà. Ce train un peu futuriste, tout automatisé, il a ouvert en 2008, et sa construction, ça n'a pas été simple apparemment, surtout pour passer au-dessus des grandes rivières Sumida et Arakawa. Oui, ce train a vraiment tout changé pour ce quartier. Longtemps, il était vu comme un peu isolé, le bout du monde d'Adachi. C'est vrai. Avant le liner, pour aller de Toneri au centre de Tokyo, genre Ibiya, il fallait bien 50 minutes. Souvent bus plus métro. Hmm. Le liner, ça a ramené ça à 40 minutes. Et le coût des transports a aussi pas mal baissé. Et du coup, j'imagine, ça a eu des conséquences. Énormément. Ça a boosté la construction de logements, l'arrivée de commerces, et surtout, pour ce qui nous intéresse, ça rend la visite de tous ces lieux historiques, les sanctuaires, les parcs, beaucoup plus facile pour quiconque veut explorer ce coin de Tokyo. Bon, voilà, notre exploration de Toneri touche à sa fin. Ce qu'on retient, en gros, c'est que Toneri, c'est tellement plus qu'un terminus de train, quoi. Clairement. C'est un endroit où les légendes anciennes, comme celle du prince Shotoku au Gonshoji, elles résonnent encore. Ou peut-être les fantômes des samouraïs du château hantent le sous-sol du parc. Qui sait? Ou des sanctuaires comme Ikawa nous racontent des mythes à travers leurs sculptures magnifiques, et d'autres, comme Toneri-Suwa, murmurent des histoires d'amour tragiques près de l'eau. Même les parcs, que ce soit le grand Toneri avec son passé compliqué ou le petit Parconi surprenant, ils ont leurs secrets. Finalement, peut-être que l'histoire de Toneri, ça nous rappelle quelque chose d'assez universel. Chaque lieu, même celui qui nous semble le plus banal, le plus éloigné, c'est un palimpseste, une surface où se superposent des couches d'histoire, de mémoire, de vie passée. C'est une belle image. Explorer Toneri, avec ses légendes multiples, ses sanctuaires discrets, son parc né sur les ruines d'un château et les défis du XXe siècle, c'est une sorte d'invitation. Une invitation à regarder notre propre environnement, les lieux qu'on traverse tous les jours avec un œil un peu neuf. C'est vrai qu'on passe souvent à côté de choses. Quelles histoires oubliées, quelles mémoires discrètes se cachent juste là, sous nos pieds, dans les noms des rues, derrière les façades qu'on ne voit même plus. Peut-être qu'on est tous en fait entourés de trésors cachés. Il suffit juste de prendre le temps de regarder.